Bienvenue dans Focus. Aujourd'hui, on explore une question assez curieuse, je trouve, venue du monde du sport. Si on étire régulièrement, disons, une seule jambe, est-ce que l'autre jambe, celle qu'on laisse tranquille, peut aussi gagner en souplesse? C'est une question intéressante, non? Ah oui, c'est une très bonne question et justement, on a une étude pour y voir plus clair. Exactement. On s'appuie sur un article intitulé Effect of 12-week dynamic stretching of ankle plantar flexors on joint flexibility and musculoskeletal properties in the contralateral muscle. Un titre un peu long, mais très précis. Oui, hein. Il est signé Naoki Ikeda, Kazuya Hiratsuka et Tadao Isaka. C'est paru dans le Journal of Sports Science and Medicine en 2025. C'est ça, volume 24 pour ceux qui veulent les détails. Notre objectif, donc, c'est de décortiquer ce que ces chercheurs ont trouvé sur cet effet contralatéral. En gros, l'impact sur le côté opposé du corps. Mhm. Et ça, après 12 semaines d'étirement dynamique des muscles du mollet. On va regarder la souplesse, bien sûr, mais aussi la raideur du muscle et même la force. Alors, comment ils s'y sont pris concrètement? Mais l'étude a suivi 18 jeunes adultes en bonne santé. Pendant 12 semaines, 3 fois par semaine, ils devaient faire des étirements dynamiques. Dynamique, donc en mouvement, c'est ça. C'est ça, pas des étirements statiques où on tient la position. Là, c'est actif. Et surtout, ils faisaient ça sur une seule jambe. Ah, d'accord, la jambe d'intervention. Voilà. L'autre jambe, elle servait de contrôle. Elle ne faisait rien de particulier, juste pour comparer. Logique. Et qu'est-ce qu'ils ont mesuré pour voir les effets? Alors, ils ont pris des mesures avant et après les 12 semaines. D'abord, l'amplitude de mouvement de la cheville, quand on ramène le pied vers soi, la dorsiflexion, la DFROM. OK. Ensuite, la raideur du muscle gastrocnémien, le gros muscle du mollet. Ça, ils l'ont mesuré avec une technique d'imagerie spéciale, l'élastographie. Ça mesure en gros à quel point le muscle est dur ou raide. D'accord, intéressant comme technique. Oui. Et enfin, ils ont mesuré la force pour pousser sur la pointe des pieds, que ce soit en statique ou en mouvement. Bon, le protocole est clair, alors. Les résultats. Qu'est-ce que ça a donné, cet étirement unilatéral? Eh bien, c'est là que ça devient assez fascinant. Le résultat le plus net, c'est sur l'amplitude de mouvement, la DFROM. Oui. Elle s'est améliorée. Et pas seulement dans la jambe étirée, ce qui est attendu, Ah, mais aussi de manière significative dans l'autre jambe, celle qui n'a pas été étirée. attendez. La souplesse augmente des deux côtés, juste en étirant une seule jambe. Ça, c'est contre-intuitif quand même. Complètement. L'effet était important côté étiré et modéré, mais bien réel de l'autre côté. Incroyable. Mais alors, est-ce que ça veut dire que les muscles eux-mêmes ont changé des deux côtés? La raideur, par exemple. Eh bien non, justement. C'est là que ça se nuance. Pour la raideur musculaire mesurée par l'élastographie, Oui. elle a diminué significativement, mais uniquement dans la jambe qui a été activement étirée. Ah, d'accord. Dans la jambe contrôle, celle qui n'a rien fait, pas de changement notable de raideur au niveau du mollet. Donc, récapitulons. Plus souple des deux côtés, mais moins raide seulement du côté qui a travaillé. C'est ça? Exactement ça. Et la force musculaire, elle a suivi le même chemin? Pour la force, que ce soit la force maximale ou la vitesse de production de force, euh, là, rien. Aucun changement significatif après les 12 semaines. Ni d'un côté ni de l'autre. Ni d'un côté ni de l'autre. D'accord. Alors, si on met tout ça ensemble, 12 semaines d'étirement dynamique sur un mollet, les deux chevilles deviennent plus souples, mais seul le mollet étiré devient moins raide, et la force, elle, reste inchangée partout. C'est une très bonne synthèse, oui. Qu'est-ce qu'on peut conclure de cette différence entre souplesse et raideur du côté non étiré? Comment on explique ça? C'est vraiment le cœur de la découverte, je pense. Le fait que la flexibilité s'améliore dans la jambe non étirée, sans que la raideur du muscle change. Oui, Ça suggère très fortement que l'adaptation n'est pas purement mécanique. Dans le muscle lui-même, elle serait plutôt nerveuse. neurophysiologique. C'est-à-dire, Le cerveau qui s'adapte. en quelque sorte, oui. Le système nerveux central apprendrait à mieux tolérer l'étirement de ce côté-là, même sans y être directement soumis. C'est comme une sorte d'apprentissage, une augmentation de la tolérance à l'étirement. D'accord, je vois. C'est un mécanisme qu'on soupçonne aussi dans d'autres types d'entraînement ou d'étirement, notamment l'étirement statique quand il est prolongé. Cet effet contralatéral, il passerait par le système nerveux, Et ça expliquerait pourquoi l'amélioration de souplesse est un peu moins forte du côté non étiré. parce qu'il n'y a pas ce gain lié à la diminution de raideur. C'est une explication très plausible, oui. Du côté étiré, on a à la fois l'adaptation nerveuse
et la diminution de la raideur mécanique qui contribue à l'augmentation de l'amplitude. De l'autre côté, on aurait surtout l'adaptation nerveuse. C'est fascinant. Ce rôle du système nerveux central. Entraîner un côté à un écho de l'autre, au moins pour la souplesse. Ça ouvre des perspectives, non? Je pense par exemple à la rééducation. Ah oui, tout à fait. Quand un membre est immobilisé après une blessure ou une opération. Exactement. C'est une piste très intéressante. Si on peut améliorer ou au moins maintenir la souplesse d'un membre immobilisé en travaillant simplement le membre opposé sain, Bah oui. ça pourrait être un outil précieux pour les kinésithérapeutes, par exemple. Limiter les pertes de mobilité. Donc, si on devait retenir le message clé de cette étude, ce serait quoi? Je dirais que chez de jeunes adultes actifs, un programme d'étirement dynamique de la cheville sur 12 semaines améliore la flexibilité des deux chevilles. Ok. Mais il réduit la raideur musculaire seulement du côté étiré, et il n'affecte pas la force. L'effet à distance sur la souplesse semble vraiment lié à des adaptations du système nerveux. C'est clair. Et comme souvent en science, ça ouvre de nouvelles questions, j'imagine, hein? Ah, bien sûr. Est-ce que cet effet controlatéral serait le même pour d'autres groupes musculaires? Peut-être des muscles plus gros, comme les ischio-jambiers. Hmm. Ou est-ce que les résultats seraient différents chez des personnes plus âgées ou moins actives, ou au contraire chez des athlètes de très haut niveau? Oui, la population étudiée est importante. L'intensité des étirements. Est-ce qu'un programme plus long ou plus intense aurait un effet différent sur ce phénomène contralatéral? Ça reste à explorer. Beaucoup de pistes pour de futures recherches, donc, pour celles et ceux qui voudraient creuser, voir la méthodologie précise, les statistiques. Oui, On les encourage vivement à consulter l'article original de Ikeda et ses collègues. Il est dans le Journal of Sports Science and Medicine. absolument, la source primaire, c'est toujours le mieux pour se faire sa propre idée. Voilà. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines explorations scientifiques. À bientôt. À très bientôt.